On dit que la faim pousse les gens à manger. Mais parfois, la faim vous entraîne dans des lieux d'où vous ne reviendrez peut-être jamais chez vous. Yoma n'aurait jamais imaginé qu'une nuit de musique, de parfums et d'argent facile à Lagos la hanterait pendant des années. Elle s'est rendue à une fête en quête de liberté. Mais ce qui l'a suivi chez elle n'était ni la joie, ni l'argent, ni l'amour. C'était une ombre qui rampe encore dans sa bouche chaque fois qu'elle rêve. À 19 ans, Yoma avait déjà appris que la faim était plus qu'un simple estomac vide. C'était une douleur silencieuse qui pouvait vous pousser à faire des choses inimaginables. Sa mère, Mama Neka, vendait des fruits sous un parasol en bois au parc Ogu. Chaque matin, elle poussait sa vieille brouette remplie d'oranges, de bananes et d'ananas, brillant pour vendre assez afin d'acheter de quoi manger le soir. Ses mains étaient toujours rugueuses, à force de laver et d'éplucher des fruits, mais son sourire ne s'effaçait jamais. Son beau-père, Matsushika, était chauffeur commercial, travaillant du lever au coucher du soleil, mais rentrant toujours fatigué et frustré. La plupart des soirs, il revenait en comptant ses pièces, secouant la tête. « L'essence est finie, pas assez de passagers aujourd'hui », nous disait-il. Et Mama Neka soupirait, essayant de cacher son inquiétude à Yoma. Il y avait des nuits où il dormait le ventre vide, buvant de l'eau pour calmer les douleurs de la faim. Parfois, Yoma entendait sa mère prier doucement dans l'obscurité. « Mon Dieu, juste un petit miracle pour ma fille. Que demain apporte quelque chose de mieux. » Malgré les difficultés, Mama Neka n'a jamais cessé de croire que l'éducation était la voie de la sortie. Elle vendait plus de fruits, empruntait de l'argent et suppliait ses amis jusqu'à ce qu'elle puisse envoyer Yoma à l'école. Quand la lettre d'admission d'une université au Nigeria est arrivée, elle a dansé dans leur petite pièce, des larmes de joie coulant sur son visage. « Ma fille ne souffrira pas comme moi », répétait-elle. Pour Yoma, quitter la maison, c'était comme entrer dans un autre monde. Enfin, personne ne surveillerait ses mouvements. Personne ne lui dirait quand prier ou à quelle heure rentrer. C'était son premier goût de liberté, et il était doux. Au Nigeria, elle logeait dans un dortoir pour filles à Kumasi, un endroit bruyant rempli de rires, de commérages et de parfums. Les murs étaient peints en crème, mais tachés par le passage des années d'étudiante. Là, elle a rencontré d'autres filles nigérianes, pleines de vie et d'histoire. Mais aucune ne la fascinait autant que sa colocataire, Kiyoma. Kiyoma était tout ce qu'Yoma n'était pas. Audacieuse, confiante, toujours habillée comme pour un défilé de mode. Elle portait des chaînes en or qui brillaient même sous une lumière faible. Le dernier téléphone avec un écran fissuré qu'elle ne semblait jamais réparer, et un parfum envoûtant qui rendait la pièce entière luxueuse. Yoma ne manquait jamais d'argent. Elle se faisait livrer de la nourriture et mangeait du riz et du poulet pendant qu'Yoma remuait tranquillement son gari dans un bol en plastique. « Ma belle, disait Yoma en riant, tu es trop modeste. La vie n'est pas équilibrée. Arrête de vivre comme une vieille femme. Personne ne se souvient de la fille fauchée en classe. Si tu veux briller, suis ceux qui brillent. » Yoma souriait faiblement, faisant semblant de ne pas s'en soucier, mais son cœur battait différemment à chaque parole de Kiyoma. Elle voulait briller, elle aussi. Elle voulait porter de beaux vêtements, utiliser un parfum qui ne sentait pas le savon et manger de la vraie nourriture, pas du gari trempé tous les jours. La nuit, quand tout le dortoir dormait, Yoma restait éveillée, écoutant les bruits lointains de la circulation. Son ventre grondait souvent, et elle pressait ses mains contre lui, murmurant pour elle-même « Un jour, je réussirai. Un jour, la faim s'arrêtera. » Mais au fond, la faim avait déjà commencé à la changer discrètement, lentement. Ce n'était pas seulement son estomac qui était vide. Son orgueil s'amenuisait aussi. Plus elle observait Kiyoma et les autres filles vivre des vies douces et confortables, plus elle se sentait petite. Elle a commencé à emprunter de petites choses. Une robe par-ci, un peu de maquillage par-là, juste pour s'intégrer. Chaque pièce empruntée lui donnait un bref sentiment d'appartenance, même si ce n'était pas vraiment à elle. La faim, elle le réalisait, avait plusieurs visages. Parfois, elle ressemblait à la pauvreté, d'autres fois à l'envie. Et dans le cas d'Yoma, elle ressemblait à une fille souriante à son reflet, prétendant qu'elle allait bien, tandis que son estomac grondait pour de la nourriture et de l'attention.
C'est ainsi que le monde a commencé à l'attirer doucement vers un chemin qu'elle ne voyait pas encore. Un chemin où la faim échangerait bientôt son silence pour quelque chose de bien plus dangereux. Décembre est arrivé avec son excitation habituelle. Lagos s'animait à nouveau. Les rues décorées, la musique s'échappant des bars, et les jeunes rentrant de l'école avec des histoires sur leur vie. Chioma venait de revenir, pleine d'une nouvelle énergie et d'idées folles. Un soir, elle a fait irruption dans leur chambre commune. Son téléphone collé à l'oreille, sa voix assez forte pour réveiller tout le monde. « Yoma, habille-toi ma chérie !» Des gros bonnets organisent une fête à Lekki ce soir. Les milliardaires seront là, l'occasion d'une vie. Yoma a levé les yeux de son petit carnet. « Une fête, Chioma, je t'en prie, je n'ai rien à me mettre. » lui a-t-elle dit, croisant les bras et secouant la tête. Chioma a posé son téléphone et a souri malicieusement. « Tu as une beauté qui peut tuer. Emprunte une robe, maquille-toi bien. Les opportunités ne frappent pas deux fois, ma sœur. Tu ne veux pas souffrir éternellement. » Yoma a soupiré. Son cœur débattait avec son esprit. Elle avait toujours évité ce genre de sortie, mais l'idée d'être entourée de luxe et peut-être de rencontrer quelqu'un qui pourrait l'aider était tentante. Après quelques hésitations, elle a accepté. Chioma a poussé un cri d'excitation, fouillant déjà dans le sac d'une autre fille. Mais cette robe rouge, elle tira à merveille. La robe était serrée, trop serrée, mais Yoma s'est forcée à l'enfiler. Elle a emprunté du rouge à lèvres à une autre colocataire et a utilisé un petit foulard noir comme châle. Quand elle s'est enfin regardée dans le miroir, elle ne se reconnaissait presque pas. Pour la première fois, elle ressemblait au genre de fille que les hommes remarquent. Ce soir-là, elles ont pris un taxi depuis le dortoir jusqu'à Lekki. Le trajet était long, l'air chargé de parfum et d'anticipation. Le cœur d'Yoma battait vite. Elle ne savait pas si c'était de la peur ou de l'excitation. Quand elles sont arrivées, sa mâchoire s'est décrochée. Le manoir devant elle semblait tout droit sorti d'un film. Des portails imposants, des lumières éclatantes, des voitures de luxe garées soigneusement à l'extérieur et le son d'une musique douce flottant dans la nuit. À l'intérieur, l'endroit débordait de rire et de vie. Des serveurs en chemise blanche circulaient avec des plateaux de champagne. Et partout où elle regardait, les gens portaient des sourires qui parlaient de richesse et de confort. Chioma s'est immédiatement l'intégrer. Elle saluait des gens qu'elle semblait connaître et entraînait Yoma avec elle. « Détends-toi, ma belle, souris. On ne sait jamais qui tu pourrais rencontrer ce soir. » Yoma essayait de se détendre, mais elle se sentait déplacée. Ses boucles d'oreilles bon marché et sa robe empruntée ne correspondaient pas aux bijoux scintillants autour d'elle. Pourtant, elle souriait poliment aux étrangers, prétendant qu'elle était à sa place. Et puis, elle l'a vu, Monsieur Malik. Il se tenait dans un coin de la salle, grand, confiant, observant tout en silence. Il n'était pas nigérian. Sa peau était plus claire, sa barbe soigneusement taillée, et son costume semblait coûteux. Il l'a surprise en train de le fixer et a souri. Et pour une raison qu'elle ne pouvait expliquer, son cœur a fait un bond. Il s'est dirigé vers elle lentement, chaque pas mesuré, son regard fixé sur le sien. « Vous semblez tendu, a-t-il dit, sa voix douce et grave. « Laissez-moi vous offrir un verre. » Il a fait signe à un serveur. « Apportez-lui du champagne. » Yoma a hésité, puis a pris le verre. « Merci, monsieur. » Il a souri à nouveau, ses yeux presque indéchiffrables. « Alors vous aimez les belles choses ?» Elle a haussé les épaules timidement, ne sachant comment répondre. Puis il s'est penché plus près, sa voix calme, confiante, presque hypnotique. « Je vous donnerai 6 millions de naira ce soir, » a-t-il dit. Juste pour coucher avec moi. » Sa main s'est figée sur le verre. « 6 millions !» Le chiffre résonnait dans son esprit comme une cloche. À ce moment, elle n'avait que 5 000 naira sur son compte. Sa mère lui avait envoyé 15 000 naira la semaine précédente, en écrivant « Utilise ça sagement, je n'ai plus rien ». Sa respiration est devenue superficielle. Une partie d'elle voulait fuir, mais une autre lui rappelait les nuits vides chez elle, les mains fatiguées de sa mère et la faim qui ne semblait jamais s'arrêter. Les yeux de M. Malik ne clignaient pas, son visage restait calme, presque gentil. « 6 millions !» a-t-il répété doucement. Yoma sentait sa conscience hurler, mais la faim était plus forte. Elle a hoché la tête lentement, sa voix à peine un murmure. « D'accord. » Et juste comme ça,
Son destin a commencé à basculer. Elle pensait avoir dit oui à un homme. Elle ne savait pas qu'elle venait de dire oui à une ombre. Ils n'ont même pas quitté la maison. Après que la fête a commencé à s'essouffler, Monsieur Malik a doucement touché la main d'Yoma et l'a conduite à l'étage. Elle l'a suivi en silence, ses pieds instables dans ses talons. La musique en bas résonnait faiblement, les rires faisant écho depuis la grande salle comme venant d'un autre monde. La pièce qu'il a choisie était calme et sombre. Des rideaux coûteux oscillaient lentement dans la brise nocturne et une odeur de parfum se mêlait à quelque chose d'étrange, comme du fer et de la fumée. Monsieur Malik a verrouillé la porte. Ses mouvements étaient fluides, maîtrisés, délibérés. Yoma restait immobile, serrant son foulard emprunté, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. Elle voulait parler, mais aucun mot ne venait. Il s'est tourné vers elle, son expression indéchiffrable. « Vous êtes nerveuse », a-t-il dit. Elle a forcé un sourire faible. « C'est juste ma première fois avec quelqu'un comme vous. Quelqu'un comme moi », a-t-il demandé doucement, se rapprochant. « Et tout ira bien. » Il a enlevé sa veste et desserré sa chemise. Ses mains étaient froides lorsqu'elles ont touché sa peau, si froides qu'elle a tressailli. Mais il n'a pas arrêté, il n'a pas demandé. Ses yeux restaient fixés sur les siens, calmes et profonds, comme une eau immobile cachant quelque chose en dessous. L'acte lui-même n'était pas de la passion, c'était de la possession. Chaque mouvement semblait mécanique, contrôlé, faux. Yoma essayait de fermer les yeux pour prétendre que c'était juste, un rêve dont elle se réveillerait. Mais quelque chose en elle lui disait qu'elle n'était plus en sécurité. Quand elle a osé rouvrir les yeux, ce qu'elle a vu a glacé son sang. Les yeux de M. Malik avaient disparu. Pas fermés, disparus. À leur place, il y avait deux creux sombres, vides et sans fin, comme des puits noirs qui avalaient la lumière. Son cri est monté, mais s'est éteint dans sa gorge. Son corps s'est raidi. Son cœur battait si vite qu'elle pensait qu'il allait exploser. Il ne parlait pas. Il se contentait de la fixer. Ses yeux creux posés sur elle, comme si quelque chose d'ancien et d'invisible regardait à travers lui. Elle a essayé de le repousser, mais ses membres semblaient faibles. L'air s'épaississait, lourd et chaud. Un bourdonnement étrange remplissait ses oreilles, comme des insectes sous sa peau. Quand tout fut enfin fini, elle restait là, tremblante. Sa respiration venait en halètements courts et douloureux. Monsieur Malik s'est levé, a ajusté sa chemise et a souri comme si rien d'étrange ne s'était passé. Sans la regarder, il a sorti une liasse d'argent et l'a glissée dans son soutien-gorge. « On recommence !» a-t-il murmuré. Sa voix était différente maintenant, profonde, creuse, résonnant comme si elle venait de loin. Avant qu'elle ne puisse répondre, la pièce a commencé à changer. L'air scintillait, les lumières se brouillaient. Un bourdonnement fort remplissait ses oreilles. Le sol semblait se déplacer sous ses pieds. Elle a tendu la main pour trouver l'équilibre, mais ses doigts n'ont rencontré que l'air. Sa tête semblait lourde. Le monde s'inclinait. Elle voyait à peine, puis l'obscurité. Quand elle a rouvert les yeux, elle était allongée sur son propre lit. La pâle lumière du matin de Lagos tombait sur son visage. Elle était de retour dans sa chambre de dortoir. Confuse, elle s'est redressée. Sa tête lui faisait mal. Elle a touché ses vêtements. C'étaient les mêmes que la veille. Son téléphone était à côté de son oreiller. « Comment suis-je arrivée ici ?» pensait-elle. Puis vint le rampement. D'abord faible, une sensation sur sa langue. Puis un mouvement petit et vivant. Elle a eu un haut le cœur et a ouvert la bouche, et ce qui en est sorti l'a fait hurler. Des fourmis, de vraies fourmis vivantes, rampant, se tortillant, tombant sur les draps. Elle a craché encore et encore, secouant la tête violemment. Des larmes coulèrent sur son visage. Sa colocataire, Kyoma, est entrée en courant. Surprise. Yoma, que s'est-il passé? Yoma a pointé les draps, incapable de parler. Une fourmi morte était collée à son oreiller, humide de salive. Les yeux de Kyoma se sont écarquillés d'horreur. « Jésus !» a-t-elle murmuré. Yoma ne pouvait que pleurer. Elle tenait ses mains tremblantes contre sa bouche, terrifiée à l'idée de l'ouvrir à nouveau. Un goût amer et étrange persistait sur sa langue. Ce matin-là, elle a réalisé que ce qui s'était passé cette nuit-là à Lekki l'avait suivie chez elle. Et ce n'était que le début. Les jours passaient, puis les semaines, mais le cauchemar refusait de s'arrêter. Chaque matin, Yoma se réveillait plus faible que la veille. Ses yeux étaient devenus creux,
ses lèvres sèches, sa peau pâle. Elle avait cessé de sourire. La fille joyeuse qui riait autrefois aux blagues de Chioma se déplaçait maintenant comme une ombre. Au début, elle pensait que c'était juste la peur. Peut-être que cette étrange nuit avec M. Malik l'avait secouée. Peut-être que le rampement dans sa bouche n'était qu'un mauvais rêve. Mais à mesure que les jours devenaient des semaines, il devint clair que ce n'était pas une peur ordinaire. Chaque nuit, elle se réveillait en tremblant. Parfois, son corps semblait touché, comme si des mains invisibles la maintenaient. D'autres fois, elle sentait des mouvements sous sa peau, de petites choses rampantes qui la faisaient se gratter jusqu'au sang. Elle lavait ses draps tous les matins, mais ils semblaient toujours sales la nuit. Elle a commencé à dormir avec la lumière allumée, priant doucement pour elle-même, « Mon Dieu, s'il vous plaît, laissez-moi me reposer. » Mais le repos ne venait jamais. Une nuit, Chioma fut réveillée par un murmure étrange. D'abord, elle pensa que quelqu'un parlait dehors. Mais quand elle se tourna, elle se figea. Yoma était assise, droite sur son lit, les yeux ouverts, fixant le mur. Ses lèvres bougeaient rapidement, murmurant des mots que Chioma ne comprenait pas. La voix qui sortait d'elle n'était pas la sienne. Elle était basse, lourde, étrange. « Yoma !» cria Chioma, secouant son épaule. « Réveille-toi !» Mais Yoma ne bougeait pas. Ses yeux clignaient lentement, sa tête s'inclinant légèrement, comme si elle écoutait quelque chose d'invisible. L'air dans la pièce devenait froid. Yoma cria et s'enfuit. Les autres filles accoururent, allumant la lumière. Mais quand elles arrivèrent, Yoma était allongée sur son lit, profondément endormie, comme si rien ne s'était passé. Le lendemain matin, quand Chioma lui raconta ce qui s'était passé, Yoma rit faiblement. « Tu plaisantes, n'est-ce pas? Je n'ai rien fait. » Chioma fronça les sourcils. « Je te jure que si. Tu parlais toute seule. » C'était effrayant. Yoma secoua la tête, confuse et effrayée. « Je ne me souviens de rien. Vraiment pas. Mais ce n'était que le début. La deuxième attaque survint 3 nuits plus tard. Cette fois, tout le dortoir entendit son cri. Quand elles accoururent, elles trouvèrent Yoma se tordant sur le sol, son corps se contorsionnant violemment comme si quelque chose à l'intérieur voulait s'échapper. Il fallut 3 filles pour la maintenir. Ses yeux se révulsèrent et sa bouche écumait légèrement. Puis elle s'immobilisa. Quand elle se réveilla, elle était faible et étourdie. Elle pouvait à peine tenir debout. Elle voyait la peur dans les yeux de tout le monde, même ceux de Chioma. Les chuchotements commencèrent à se répandre dans le dortoir. Peut-être est-elle possédée, peut-être a-t-elle offensé quelqu'un, ou peut-être a-t-elle rejoint quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Personne ne voulait plus dormir près d'elle. Une à une, les autres filles éloignèrent leur matelas. Bientôt son lit fut seul dans un coin. Yoma se sentait piégée dans un cauchemar qu'elle ne pouvait expliquer. Elle pleurait jusqu'à s'endormir chaque nuit, priant pour que tout s'arrête. Mais quand elle fermait les yeux, elle voyait des flashs. Le visage de M. Malik, ses yeux creux, ses mains froides. Elle se réveillait en criant, trempée de sueur, son cœur battant à tout rompre. La 4e attaque survint à l'aube. Chioma avait déjà emballé ses affaires pour dormir ailleurs. Mais ce matin-là, elle vint vérifier comment allait Yoma. Quand elle ouvrit la porte, elle trouva sa colocataire assise sur le lit, fixant le mur, ses ongles enfoncés dans ses propres cuisses. Du sang coulait le long de ses jambes, mais elle ne bougeait pas. « Chioma Haleta, Yoma, arrête !» Elle se précipita pour la retenir, mais le corps d'Yoma devint mou. À ce moment-là, la peur avait englouti tout le dortoir. Personne ne voulait aider. Certains disaient qu'elle était maudite. D'autres avertissaient que son problème était spirituel. C'est alors qu'une camarade de classe, Goy, décida de parler. C'était une fille calme, douce et gentille. Un après-midi, elle trouva Yoma assise seule derrière l'amphithéâtre, la tête enfouie dans ses mains. « Tu as besoin d'aide, » dit doucement Goy. « Tu as besoin de prière. Viens à mon église ce dimanche. N'aie pas peur. Dieu peut encore t'aider. » Yoma leva les yeux fatiguée. « Des prières ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Tu penses que des prières peuvent arrêter ça ?» Goy hocha la tête. « Oui, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. » Ce dimanche-là, Yoma suivit, non pas parce qu'elle y croyait vraiment, mais parce qu'elle n'avait nulle part ailleurs où aller. La petite église à Lagos se dressait au bout d'une route poussiéreuse, entourée de grands cocotiers et de quelques maisons éparses.
Elle n'était pas faite de belles pierres ou de vitraux, juste des murs en bois et un toit en fer qui claquaient bruyamment au passage du vent. Mais chaque dimanche, les gens venaient, certains marchant, d'autres boitant, d'autres pleurant, tous cherchant la liberté face à leurs combats invisibles. Ce matin-là, Goï guida Yoma à l'intérieur. L'air était épais, chargé de chaleur et d'encens. Les fidèles tapèrent des mains, chantaient et dansaient au son des tambours et des tambourins. Les voix du chœur s'élevaient comme le tonnerre, et les gens criaient « Alléluia !» Feu, délivrance. Yoma s'assit discrètement sur le banc du fond, les mains tremblantes, son cœur battant plus vite à chaque chant. Elle sentait les regards sur elle, et la culpabilité pesait lourdement sur sa poitrine. Elle n'avait raconté l'histoire complète à personne, pas même à Goï, mais au fond, elle craignait que ce qui s'était passé à Lagos n'ait véritablement ouvert une porte qu'elle ne pouvait refermer. Après quelques minutes, un homme grand au visage sévère s'avança à l'avant. Il s'appelait le prophète Emmanuel, un homme connu dans la région pour ses prières puissantes. Sa voix portait à la fois le calme et l'autorité. Alors qu'il commençait à prêcher, il arpentait lentement l'allée, parlant du péché, de la tromperie et des pièges spirituels qui détruisent les destinées. Ces mots semblaient transpercer chaque cœur dans la salle. Soudain, il s'arrêta de marcher. Son regard se leva et se fixa sur Yoma. « Vous, dit-il fermement, en pointant son doigt sur elle, levez-vous » Surprise, Yoma se figea. Gwa murmura « Lève-toi, ma sœur ». Ses jambes tremblaient alors qu'elle se levait. L'église devint silencieuse. On n'entendait que le bruit du ventilateur au plafond. Les yeux du prophète ne clignaient pas. Il leva lentement la main et parla d'une voix lourde. « Vous avez avalé quelque chose de spirituel. Votre corps est maintenant une porte. Les fourmis que vous voyez sont des messagers des ténèbres. » Un murmure parcourut l'assemblée. Les yeux d'Yoma s'écarquillèrent et son cœur se mit à battre comme un tambour. Des larmes coulèrent sur son visage avant même qu'elle ne se rende compte qu'elle pleurait. Le prophète s'approcha. « Avez-vous pris de l'argent pour du sexe ?» Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Son silence était une réponse suffisante. Il soupira profondément, secouant la tête. « L'homme vous a utilisé dans un rituel. L'argent était ensorcelé, mélangé à des charmes. Quand vous l'avez accepté et que vous vous êtes couché avec lui, votre esprit a été capturé. Il a pris votre essence, mais aujourd'hui, sa voix s'éleva. Aujourd'hui, Dieu vous libérera. » Puis il posa sa main sur son front et commença à prier. Toute l'église se joignit à lui. Les voix s'élevèrent. Les gens criaient en langue. Certains pleuraient, d'autres chantaient. Le sol semblait vibrer sous le poids des prières. L'air devint lourd, les lumières vacillèrent. Yoma sentit quelque chose bouger dans son ventre. D'abord comme une chaleur, puis comme des griffes acérées la grattant de l'intérieur. Elle cria, le son déchira le bâtiment. Son corps se plia en arrière et elle tomba à genoux. « Feu de l'Esprit Saint !» cria le prophète. « Sors d'elle !» Son estomac se tordait violemment. Elle griffait sa poitrine, cherchant de l'air. Puis elle se pencha en avant et vomit. Pas de la nourriture. Pas de l'eau, pas de bile, mais des fourmis noires vivantes, rampant, se tortillant, couvertes de sang. Des femmes hurlèrent. L'une s'évanouit, une autre laissa tomber sa Bible. Un homme tenta d'enregistrer l'instant sur son téléphone, mais quand il regarda plus tard, la vidéo n'était qu'un flou, comme si des mains invisibles avaient secoué la caméra. Les fourmis se dispersèrent sur le sol avant de mourir une à une. L'odeur dans la pièce changea, âcre, métallique, étrange. Quand tout fut fini, Yoma s'effondra. Son corps était trempé de sueur, son visage baigné de larmes. Le prophète Emmanuel s'agenouilla à ses côtés et plaça une petite bouteille d'huile sur sa tête. Sa voix était maintenant douce et gentille. « Vous êtes libre, ma fille, mais vous devez protéger votre liberté. Jeûnez pendant 7 jours. Ne touchez pas à l'alcool. Ne retournez pas à cette vie. » Yoma hocha faiblement la tête, incapable de parler. Elle se sentait légère, comme si une lourde pierre avait été retirée de sa poitrine. Ce jour-là marqua la fin des attaques. Elle ne se réveillait plus en tremblant, et plus aucune fourmi ne sortait de sa bouche. Mais la paix, la vraie paix, ne revint pas complètement. Car même si ses nuits étaient à nouveau calmes, son cœur portait toujours le souvenir de ce qui s'était passé. Et au fond, elle craignait que certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment jamais vraiment. 6 ans avaient passé. Pourtant, le souvenir respirait encore doucement en Yoma.
Elle vivait maintenant une vie simple et calme à Anougou, loin du chaos de son passé. La fille bruyante qui courait autrefois après les rires et les lumières était devenue silencieuse et prudente. Sa voix douce comme celle de quelqu'un qui craint de réveiller des fantômes. Chaque matin, elle se levait avant le lever du soleil. Il balayait son petit appartement d'une pièce et se préparait pour le travail. Elle travaillait comme réceptionniste dans une petite agence de voyage près de la route Oji. Son travail était simple, répondre aux appels, réserver des billets et accueillir les clients avec des sourires polis. Mais son sourire n'atteignait jamais ses yeux. Cela faisait des années, elle évitait les foules, le bruit, tout ce qui sentait l'excitation. Elle ne buvait plus, ne fréquentait plus les fêtes et ne portait plus de rouge, pas même une boucle d'oreille rouge. La couleur lui rappelait cette nuit, les lumières clignotantes et les promesses qui s'étaient transformées en ténèbres. Même maintenant, à 25 ans, les cauchemars revenaient encore. Parfois, elle se réveillait au milieu de la nuit, haletante, la gorge sèche, les mains pressées contre sa bouche comme pour empêcher quelque chose de sortir. La sueur trempait ses draps. Elle courait au miroir de la salle de bain, ouvrait grand la bouche et vérifiait à chaque fois, s'attendant à moitié à revoir des fourmis. Mais il n'y avait rien, seulement son reflet qui la regardait, les yeux fatigués, hantés. Elle murmurait pour elle-même « c'est fini ». Tout ça, c'est du passé, mais ça ne semblait jamais vraiment fini. La plupart des nuits, quand la ville devenait silencieuse et que le bruit des motos lointaines s'évanouissait, elle s'asseyait près de sa petite fenêtre, regardant les lampadaires. Son esprit revenait souvent à cette nuit à Lekki, l'homme aux yeux calmes, le regard vide et l'offre qui avait tout changé. Elle se demandait si tout cela avait été spirituel ou simplement un traumatisme portant un masque spirituel. Peut-être les deux. Peut-être que son esprit s'était brisé sous la culpabilité et la peur. Mais alors, comment l'esprit pourrait-il vomir des fourmis vivantes? Comment un rêve pourrait-il laisser de vraies griffures sur sa peau? Parfois, elle se posait des questions auxquelles elle savait qu'il n'y avait pas de réponse. Était-il seulement humain? Existait-il vraiment? Ou était-il une ombre envoyée pour lui donner une cruelle leçon? Mais peu importe comment elle essayait de raisonner, une vérité restait claire. La faim lui avait coûté plus qu'elle n'aurait jamais imaginé. La faim d'argent, la faim de liberté, la faim d'être vue. Chaque fois qu'elle voyait des jeunes filles marcher le long de la route le vendredi soir, le visage rayonnant de maquillage, les talons claquant fièrement contre le sol, les rires résonnants, sa poitrine se serrait. Certaines portaient des sacs qui scintillaient sous les lampadaires. D'autres montaient dans des voitures aux vitres teintées, avec des hommes à la parole douce au volant. Yoma restait près de sa fenêtre, le cœur lourd, murmurant « ça n'en vaut pas la peine ». Mais bien sûr, elle ne pouvait pas l'entendre. Elle avait été comme elle, pleine d'entrain, curieuse, convaincue qu'elle pouvait gérer tout ce qui viendrait. Elle connaissait cette faim, celle qui murmure des promesses d'une vie meilleure et vous aveugle au danger jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Parfois, sur le chemin du travail, elle voyait des affiches de filles disparues sur les murs des rues. Leur sourire la regardait figée sur des photographies. À chaque fois, elle s'arrêtait, la poitrine à nouveau serrée. Elle disait toujours une prière silencieuse pour elle, car elle savait que toutes celles qui vont à des fêtes la gosse ne rentre pas chez elles inchangée. Sa mère pensait qu'elle devenait simplement plus âgée, plus réservée. Mama Neka ne connaissait jamais la vraie raison pour laquelle le rire de sa fille avait disparu. Yoma ne lui avait jamais dit. Comment le pourrait-elle? Comment une mère pourrait-elle entendre que son enfant avait été utilisé dans un rituel? Elle allait souvent à l'église, s'asseyait au dernier rang et priait silencieusement. Elle ne craignait plus que les fourmis reviennent, mais elle craignait autre chose, oublier. Parce qu'oublier signifiait baisser sa garde. Et bien que les fourmis ne rampent plus dans sa bouche, le souvenir le faisait encore, lentement et constamment, comme un murmure dans l'obscurité. Maintenant, elle comprenait quelque chose qu'elle aurait aimé que quelqu'un lui dise il y a longtemps. Certains argents ne bénissent pas, ils enchaînent. Et une fois qu'ils vous enchaînent, vous n'oubliez jamais la nuit où ils vous ont trouvé. Peu importe combien d'années passent ou combien vous priez pour la paix. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner pour plus d'histoires intéressantes sur le compte africain 225. La prochaine fois, je vais prendre le nom des bavards et des absents.